Bonjour, nous sommes le 18 septembre. Il est 12h45 et nous sommes partis pour une nouvelle balade, si possible éducatrice pour vous au début avec mon fidèle Goliath, que vous entendez déjà avec ses petits médaillons, qui m'a l'air en bonne forme. Et nous sommes ici dans ma région, au Luxembourg, près de Münchhausen, entre Münchhausen et Marnac, sur les hauteurs. Il n'y a pas trop de vent, donc je me suis engagé sur les hauteurs. Il y a un beau soleil, il fait un peu frais, mais avec le soleil, ça va très bien. Et nous allons reparler aujourd'hui du sommeil, et du sommeil en relation avec, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sommeil évidemment, du sommeil en relation avec les hormones. On a déjà bien démarré le sujet dans la capsule précédente avec sommeil et hormones thyroïdiennes. Je vais en retoucher un petit mot plutôt dans l'excès cette fois d'hormones thyroïdiennes et notamment l'excès d'hormones thyroïdiennes actives T3, qui évidemment est une cause importante d'insomnie, mais je vais aussi parler de la relation entre un bon sommeil et les taux de cortisol d'une part, les taux de mélatonine d'autre part. C'est une vidéo assez simple, assez basique, avec des choses théoriquement connues, mais je crois qu'il faut un peu rappeler et préciser toutes ces interactions hormonales en relation avec le sommeil. Et donc, commençons par la T3. L'excès de T3 va provoquer un sommeil plus léger d'abord, des réveils fréquents, finalement une véritable insomnie, une difficulté pour s'endormir aussi, donc tout est touché. Tous les éléments d'un bon sommeil sont affectés. Mais ce qui est assez caractéristique d'un excès d'hormones thyroïdiennes, qui peut avoir une origine endogène avec tout ce qui peut provoquer une hyperthyroïdie. J'ai déjà abordé ça dans d'autres vidéos. Il y a les nodules chauds qui provoquent une sécrétion d'hormones thyroïdiennes. Il y a les thyroïdites auto-immunes, maladies de Basedow, qui correspondent au contraire du Hashimoto à une augmentation, à une augmentation des taux hormonaux d'origine donc auto-immune. Il y a la fameuse thyroïdite de Kervin, qui est une origine virale. Et puis maintenant, dans le décours des vaccinations Covid, qui touche une grande majorité de la population, il y a de rares cas, mais bon, pas si rares que ça, de thyroïdite. On ne sait pas trop, peut-être auto-immune, sans doute, dans l'agitation immunitaire du système immunitaire qui suit ces vaccinations. Il y a des cas assez fréquents, j'en suis à 3, peut-être un 4e chez mon collègue, le docteur Van Averbeek. Il devait voir ça ce matin avec une patiente en hyperthyroïdie subite, personne jeune. Et donc, c'est pas rare, mais c'est pas non plus fréquent. Ne pas oublier ça ici en cette période de vaccination massive. Donc tout ça va donner un excès d'hormones thyroïdiennes actives T3. Mais évidemment, la cause probablement la plus fréquente sur un plan statistique, c'est les surdosages de traitements thyroïdiens, où on donne parfois un peu allègrement de la T3, et parfois où on donne que de la T4. Il y a des surdosages en T4 aussi. Okay, tout ça doit être étayé par des tests, et pour les pathologies que j'ai décrites précédemment, confirmées par des échographies, voire des scintigraphies. Et évidemment, dans les hyperthyroïdies, ne pas hésiter à recourir à la collaboration
d'un endocrinologue, parce que ce sont des domaines quand même assez délicats. Mais le sujet évidemment qui nous intéresse, c'est quand même... oulala, il y a beaucoup de mouches ici. Ah oui, il y a des vaches là-bas, peut-être. Je vais vous montrer un peu le paysage. Hein. On n'est pas trop mal ici. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Vous avez vu ça? On n'est pas trop mal. Magnifique. Alors, ah oui, dites, vous n'avez pas encore vu Goliath. Vous voyez que c'est le vrai Goliath, hein. C'est pas un sosie. Hein. C'est l'authentique Goliath qui ne demande qu'à promener. Je peux vous dire que les capsules durent une demi-heure, la promenade ne dure pas une demi-heure. Hein. Bon. Donc, les excès d'hormones thyroïdiennes vont provoquer donc toutes ces formes d'insomnie, difficultés d'endormissement, sommeil léger, réveil multiple, éveil précoce, assez typique. Hein. On s'éveille à 4 heures du matin et on ne se rendort pas. Mais ce qui est intéressant, j'attire votre attention, c'est que, ayant malgré tout passé une nuit, ayant subi une nuit très courte, on n'est malgré tout pas si fatigué que ça. Bon, quand on s'éveille, quand on se lève, on n'est pas très content, on n'est pas en grande forme. Mais finalement, on fait sa journée. Donc, il y a comme un excès d'énergie, un surcroît de capacité à fonctionner qui vient de l'excès d'hormones thyroïdiennes. Donc, des nuits courtes qui ont l'air comme ça, très défavorables, et qui n'impactent pas trop la journée, du moins au début. Hein. Bon, à un moment donné, si on reste dans l'hyperthyroïdie, il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais au début, c'est pas si dérangeant que ça. Ça, c'est un bon indice d'excès d'hormones thyroïdiennes. On devrait être plus fatigué. Et en réalité, voilà, on accomplit sa journée un peu comme si de rien n'était. Et puis le scénario se répète la nuit suivante. Bon, ça sent l'excès d'hormones thyroïdiennes. Et en général, effectivement, ce sont des excès de traitement. J'aborderai un peu plus tard, dans une autre capsule, un rationnel qui me semble très intéressant. Ouf, regardez ça. Il se passe toujours quelque chose dans ces capsules. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Il y a là, dans le fond, à mon avis, là, vous le voyez, un arrosage de Dieu sait quel pesticide nauséabond sur ce champ-là. Bon, on va être prudent. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes ici au Grand-Duché de Luxembourg et les glyphosates sont interdits depuis l'année dernière, ce qui n'est pas autorisé par la communauté européenne, mais le Luxembourg paye les amendes et interdit le glyphosate. Donc, ce qui sort de ce truc-là, c'est pas du glyphosate. Bon, maintenant de là à m'en approcher avec mon Goliath, je pense que ça va pas être une très bonne... Enfin, il n'y a pas que mon Goliath, il y a quand même moi aussi. Ben, bon, oui, c'est là. Je pense toujours plus au... J'espère que vous le voyez, parce qu'avec le soleil, je vois absolument rien. Bon, c'est pas de l'eau qu'ils arrosent. Hein. Vous voyez ça? Enfin bon, comme ça, vous voyez un peu la nature, mais oui, ça, c'est moins naturel. Bon, on va voir. Il m'est déjà arrivé que les fermiers ici me fassent des signes de m'éloigner avec mon chien de leur travail, ce qui en dit long. Hein. Bon. Donc reprenons. Nous ferons une capsule sur ce thème, mais où les excès de traitement en T3 seront mis en corrélation avec certains génotypes DIO2, donc le gène DIO2, déiodinase 2, DIO2, qui est un génotype fascinant. Je vous renvoie à des capsules que j'ai déjà faites sur le sujet. Mais j'y reviendrai quand on aura fait un peu le tour de nos
de notre thème sommeil. Alors, passons peut-être à la mélatonine. Parce que bon, finalement, la mélatonine, c'est connu. Hein. La mélatonine aide à dormir. Je regarde ma main parce que, quand je vous dis qu'il se passe des choses dans ces vidéos, vous diriez que je le fais exprès, mais je vous garantis que absolument pas. Je pense que je ne me suis pas fait piquer par un temps parce que j'ai de plus en plus mal à la main. Et là, il y avait plein de temps et de trucs. Bon, ici, ça a l'air plus sain. Donc, j'ai les temps derrière moi et j'ai les pesticides devant moi. On est bien, hein? Je crois que je vais peut-être tourner à gauche. Je connais un petit chemin là-bas qui est très sympa. Vous savez quoi, je vais échapper à tous ces malheurs qui me poursuivent et prendre la tangente là à gauche. C'est un peu chaotique, mais ce sera mieux que de se faire bouffer ou arroser. Je sais pas, je ne veux pas jouer à la victime, hein, parce que bon, c'est pas du tout ni mon genre, ni réellement le cas, mais peut-être pour faire une petite parenthèse supplémentaire, je suis désolé, certains n'aiment pas ça, mais si je ne le fais pas, après j'oublie. Un médecin fonctionnel est constamment attaqué par les médecins traditionnels, par les régulateurs, etc. Moi, je me bats avec les régulateurs dans tous les pays où j'ai travaillé depuis 25 ans. Enfin, ça fait 24 ans, très exactement. On sera à 25 ans l'année prochaine. On va célébrer ça. On va faire un gâteau d'anniversaire sans gluten pour célébrer la chose. Un quart de siècle de démêlés et énormément de stress. Mais bon, finalement, voilà, je suis toujours en vie professionnelle aussi. Et ma foi, la médecine fonctionnelle ne va pas si mal. Elle conquiert de nouveaux adeptes tous les jours. Et notamment vous qui m'écoutez, je pense. Bon, en tout cas, vous y pensez si vous n'y êtes pas encore. Sinon, vous ne seriez pas là. Et donc ça, c'est rien de nouveau. C'est à prévoir. La médecine fonctionnelle représente un danger considérable pour l'approche chimique. Hein. Parce qu'en fait, les patients qui font de la prévention efficace ont beaucoup moins besoin de médicaments. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont plus besoin de médicaments, mais en chiffres, en matière économique, il n'y a pas photo. Donc, le paradigme financier sur lequel repose la médecine conventionnelle, qui est quand même la pharmacie et aussi la chirurgie, parce qu'on a aussi besoin de moins de chirurgie moins d'intervention chirurgicale quand on fait de la bonne prévention, ne serait-ce que des prothèses articulaires ou des douleurs de toutes sortes qui nécessitent, ou qui nécessitent, c'est peut-être parfois un peu exagéré, parce qu'on y va parfois un peu vite, mais qui entraînent, sans toujours une nécessité absolue, parfois oui, des interventions chirurgicales. Tout ça coûte des fortunes. Et bon, il y a tout un circuit économique là derrière qui fait que effectivement le système fonctionne sur ces bases économiques que la médecine fonctionnelle, quelque part, met par terre. Et donc, les puissances financières en jeu, les grandes firmes qui approvisionnent en médicaments ou en matériel de prothèse, en matériel de chirurgie, etc., qui sont d'énormes puissances financières, ne voient pas du tout la médecine fonctionnelle d'un bon oeil. Donc, il faut s'attendre à être attaqué. Et ma foi, voilà, je comprends ça. Mais figurez-vous que je suis aussi, bon, attaqué sera un grand mot, mais je suis aussi, voilà, on tourne à gauche, parce que là, il se ramène avec ces trucs, on a juste le temps de disparaître dans les bois. Oui, c'est heureusement que je connais ce chemin, parce que sinon, on était bon pour être transformé en panneau publicitaire de Monsanto. Enfin bon, je ne sais pas ce qu'il a dans son machin, hein, c'est peut-être du fumier. Mais ça ne m'intéresse pas beaucoup plus que les produits chimiques pour démarrer mon week-end. Et mon pauvre Goliath, qui a horreur des
des bains et des douches. Pas envie non plus d'être couvert d'une pulvérisation de fumier. Bon, donc voilà, on est échappé. C'est un très beau chemin, vous allez bien aimer. Et donc, je suis aussi, si vous voulez, bon, attaquer, c'est pas le mot, mais je suis aussi, comment dire, remis en question. Je pense que ça, c'est plus raisonnable comme terminologie. Remis en question par mon autre flanc, à l'autre extrême, où il y a un courant, oserais-je dire naturopathique, oui, probablement, diététique aussi, franchement nauséabond, où on raconte un tas d'histoires absolument pas prouvées, qui n'ont aucun fondement scientifique, et auquel j'ai commencé à m'attaquer en m'attaquant à la chronobiologie, qui me paraît dénuée de tout fondement scientifique. Et ça crée du remous parce que, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que c'est une bonne chose. Et bon, s'ils sont persuadés, ils sont persuadés. Je ne suis pas là pour imposer mes vues, mais voilà, moi j'essaye de leur demander de réfléchir, de remettre ça en question et de manière générale de suivre des concepts, d'adhérer à des concepts qui sont validés scientifiquement. Alors, dans la vidéo précédente qui avait déjà trait aux hormones thyroïdiennes et au sommeil, j'ai beaucoup présenté un article de référence parfait qui collait 100% à mon propos. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas faire ça parce que ça ne va pas être rigolo si je vous bassine tout le temps avec des articles. Bon, je crois que vous aimez bien aussi les balades en forêt. Voilà ce que nous faisons ici. C'est un endroit absolument merveilleux ici. Regardez ça, quel calme. Il fait assez humide d'ailleurs. C'est la rosée, hein, il y a eu beaucoup de brume la nuit. Donc aujourd'hui, on ne va pas avancer des références scientifiques, mais ce que je suis en train de vous raconter aujourd'hui sur l'insomnie et les excès d'hormones thyroïdiennes, bon, d'abord, c'était aussi couvert dans le même article que j'ai abordé la semaine dernière. Et ce que je vais maintenant reprendre comme propos au sujet de la mélatonine et du cortisol, bah, écoutez, c'est dans tous les livres de médecine et vous avez des milliers de références sur PubMed. Okay, donc, je vous rappelle, je rejette les pseudo-justifications qui consistent à donner des, ouvrez les guillemets, explications physiologiques au pluriel, fermez les guillemets. C'est pas suffisant parce que on présente la physiologie un peu comme on veut et on peut tourner ça dans tous les sens, aussi bien à l'envers qu'à l'endroit. Donc moi, je peux bien vous suggérer tout et son contraire sur des bases physiologiques fumeuses. Bon, c'est peut-être un début, mais il faut encore valider ça avec publication, expérimentation, voire une expérience clinique évaluable parmi ses propres patients, pourquoi pas, pour autant évidemment qu'on ne triche pas et que ce soit peut-être soumis à une lecture indépendante qui vérifie un peu les choses. Tout est possible, mais... Champignons ici. Hein. Champignons. Oh, regardez ça. Voilà. Ça, c'est un bolet baie. Un bolet baie avec des tubes. Vous voyez, des tubes, pas des lamelles. Hein, et le nouveau nom latin qui a évolué, c'est Himmleria badia, le bolet baie, qui commence ici à bien nourrir les limaces, mais c'est joli. Et franchement, le sous-bois ici est magnifique. Le sous-bois est magnifique, je vais essayer de vous le montrer. J'ai un peu du mal à parler de la mélatonine, hein, comme vous pouvez voir. Bon, alors, évidemment, le truc est en train de se... Regardez ça ici. Et tout ce sous-bois là. Regardez ça. Et alors, de l'autre côté du sous-bois, il y a encore autre chose de tout à fait magnifique. Regardez ça. Regardez cette bestiole.
Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bon, voilà, comme ça vous aurez vu Goliath. Il faut que maintenant que je recentre mon truc, parce que là, c'est parti pour la gloire. Essayer de ne pas tout détruire. Oh là là, une fois que j'ai perdu le contrôle du machin. Bon. Oh, oh. Et je ne devrais jamais faire ça. Parce qu'après, je ne sais jamais comment récupérer le truc. En fait, je fais des essais. Hein. Bon, je sais pas, ça n'a pas l'air de... vous savez ce qu'on va faire, on va finir à la main parce que là, je suis pas des plus doués sur... je suis pas Raphaël, je suis pas MacGyver, je suis loin de tout ça. Et donc, on va finir à la main. Voilà. Un tel. Et donc, tout ce que je vais vous raconter ici, avec les quelques minutes qui me restent sur la mélatonine et le cortisol, c'est massivement publié, etc. Vous pouvez aller vérifier. Mais je ne vais pas vous donner des références, elles sont pléthoriques et évidentes. Okay. Bon, donc, la mélatonine, ça va être vite fait, parce que tout le monde sait que la mélatonine aide à dormir, et que si on a un déficit en mélatonine, qu'on peut objectiver de différentes manières, avec des dosages éventuellement salivaires, on peut faire un cycle, hein, avec le timing, l'heure à laquelle la sécrétion de mélatonine apparaît. Et effectivement, là, il peut aussi y avoir des décalages, une perte du cycle, parfois suite à des gens qui prestent des pauses, hein, le travail posté avec des travails nocturnes, et puis on change de pause. Alors, bon là, tout est bien déréglé. Bon, déjà, le travail nocturne dérègle, hein, ça c'est certain. Les voyages transcontinentaux, quand on traverse les fuseaux horaires, bon, il y a eu moins de ça, mais ça revient, évidemment. Peut-être un peu moins qu'avant, ce qui serait peut-être pas un luxe, d'être un peu moins agité et de traverser le monde pour aller faire un rendez-vous qu'on peut parfaitement faire en visioconférence. Enfin bon, ça c'est un autre problème. Donc on peut, par ces dosages salivaires, voir qu'il y a des décalages dans le cycle. On peut aussi, moi ce que je fais, c'est les 6-sulfatoxymélatonine, donc les métabolites de la mélatonine sur urine de 24 heures, où on peut voir qu'il y a un manque global. Là, on n'a pas le cycle, on n'a pas les heures, on n'a pas le timing, mais on a le manque global. Un déficit de mélatonine, forcément, en rappelant évidemment que la mélatonine vient à la fin de la voie biochimique qui part de du tryptophane et puis le 5-hydroxytryptophane, 5-HTP, vous connaissez peut-être l'acronyme, et puis la sérotonine, et puis il y a encore une étape, et puis c'est la mélatonine, et puis finalement c'est le 6-sulfatoxymélatonine. Donc c'est une manière assez simple, assez élégante de suspecter un déficit en mélatonine, et moi je m'en sers pas mal pour décider si oui ou non je vais donner de la mélatonine. Alors, la mélatonine, il faudrait la prendre en courant de soirée, hein, il faut la prendre vers 9h, à la rigueur 10h du soir, parce que c'est à ces heures-là que la sécrétion de mélatonine décolle. Parce que pour dormir, il faut une sécrétion de mélatonine, une courbe ascendante de mélatonine qui croise, et c'est là que je voulais en venir aujourd'hui, c'est un principe de base, j'ai déjà évoqué dans d'autres capsules, mais je développe un peu plus aujourd'hui. Cette courbe ascendante de mélatonine croise une courbe descendante de cortisol. Donc pour dormir, il faut un bon équilibrage thyroïdien, bon, on en a parlé amplement. Il faut une montée de la mélatonine qui coïncide sur un plan chronologique avec une descente du cortisol. Donc les deux courbes doivent se croiser. Mélatonine augmente, cortisol diminue, et là, on dort. Alors, il y a un gros problème quand la mélatonine n'est pas au rendez-vous, mais si elle est au rendez-vous et que votre cortisol ne descend pas, c'est quand même
la piste qui conduit à l'insomnie. Vous voyez, c'est ça qui est très intéressant. Alors, pourquoi est-ce que le cortisol ne descendrait pas? Bien parce que il ne peut plus descendre. Alors ça, vous allez me dire, oh, docteur Bouton, vous avez encore lâché une bonne. Oui, mais ça, c'est pas si bête que ça en a l'air. Quand vos surrénales sont à plat et que le cortisol, après peut-être un pic matinal qui survit le coup de stress du début, et puis après c'est à plat, et en tout cas, à partir du milieu de l'après-midi, vous êtes une vraie larve, le cortisol est complètement raboté, il ne peut plus descendre. Et donc, il y a quelque chose qui ne va pas pour le sommeil. Vous comprenez? Au premier abord, ça paraît un peu étonnant parce qu'on se dit, ben oui, mais il n'y a pas de cortisol, donc ça devrait aller. Mais en réalité, il ne descend pas, donc c'est déjà mauvais ça. Et puis bon, pour quand même être complet, et ça explique bien entendu la chose encore mieux. Dans ces cas où la courbe de cortisol, en tout cas dans la deuxième partie de la journée, est désespérément plate, il y a très souvent un petit rebond en soirée. Je crois que c'est typiquement dans la deuxième partie de la soirée, à partir de 9-10 heures du soir, il y a souvent cette deuxième vague chez les personnes qui souffrent d'insuffisance surrénalienne. On est complètement dans le cake, comme on dit. Je ne sais pas si on dit ça en France, ça veut dire. Bon, on est très très fatigué à partir de 4 heures de l'après-midi, et puis subitement à 9 heures du soir, 9h30 du soir, hop, ça revient. Bon, ça, c'est pas bon signe. Hein. Ça, c'est un signe d'insuffisance surrénalienne. Et alors là, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ça annonce une mauvaise nuit, ça, vous comprenez? C'est pas bien à 9h, 9h30 du soir de commencer à se sentir mieux. Qu'est-ce que vous voulez que ça prépare au sommeil? Pas bon. Pas bon, et donc ce sont des gens qu'il faut tester, évaluer, diagnostiquer et soigner sur le plan surrénalien pour restaurer le sommeil. Vous voyez, c'est quand même intéressant. Hein. Donc, thyroïde, surrénal, mélatonine, tout ça doit être harmonisé. OK? Alors, je vous shoot encore une capsule sommeil la semaine prochaine, peut-être avec des remèdes naturels que je vais vous rappeler. Donc, on n'en a pas fini. Venez avec vos questions sur YouTube, sur mon profil Facebook. Je vous attends tous les vendredis 19h30 pour le live chat. Je vous retrouve la semaine prochaine, soit dans mes bureaux, soit dans un endroit merveilleux encore comme ceci. Et voilà, Goliath et moi vous souhaitons un bon week-end. Merci à vous. Salut.